Bonjour et bienvenue sur le podcast Only Finance. C'est un podcast qui traite des sujets de près ou de loin, en fait, concernant la finance. Donc, on invite soit des spécialistes, soit des gens qui viennent nous partager leur expertise ou leur expérience. Aujourd'hui, c'est notre deuxième épisode de notre mini-série sur l'immobilier avec Alex Blouin. Donc, on a commencé à rapatrier, en fait, là, les réponses au sondage qu'on vous avait demandé lors du premier épisode. On a reçu quelques demandes qui vont être partagées seulement au troisième épisode. Donc, ça va prendre un petit peu de patience là, avant d'avoir réponse à vos questions, mais inquiétez-vous pas, c'est sûr qu'on va y répondre. Donc, j'encourage ceux qui n'ont pas encore posé leurs questions d'aller remplir le sondage. En fait, c'est un sondage, mais c'est plus un document où vous pouvez inscrire là, votre question et de façon tout à fait là, anonyme. Donc, il n'y a rien qui va être partagé là, au niveau de vos informations. On va vraiment juste expliquer le contexte là, pour être en mesure là, d'y répondre. Également, je tiens à dire que faut pas oublier que la fiscalité, c'est un sujet hyper complexe. Donc, on s'entend que ça s'applique pas à tout le monde les recommandations qu'on fait, puis c'est toujours du cas par cas. Donc, on essaye le plus possible là, de nommer toutes les situations possibles, les exclusions qu'il peut avoir, mais c'est sûr que c'est pas facile de toujours traiter de la fiscalité. Donc, juste un petit disclaimer, si je peux dire ça comme ça, pour vous mettre à l'affût que vous devez toujours être conseillé en fait par un spécialiste là, pour appliquer les différentes stratégies dont on parle. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Salut Alex! Re-salut! Re-salut! C'est pas la même journée, regardez, je suis changé. On a failli pas faire de deuxième épisode, mais on a été capable finalement parce que je suis quelqu'un de super planifié dans ma vie. Là, c'est assez surprenant qu'il m'arrive ce genre de choses-là. Mais le moment où on avait planifié tout ça, c'était une grosse période dans mon année. Puis je suis sûre que quand Marie-Ève, ton adjointe, m'a dit 22 octobre, parfait, il y a quelqu'un qui m'a appelé puis j'ai complètement oublié de réserver le podcast, mais une chance, il y avait une annulation. Fait qu'on est capable d'enregistrer. On est au studio, pas la même journée, il fait plus frais que la dernière fois, je vous jure que c'est pas... C'est ça, exact. Mais là, c'est ça, le 22 octobre, sauf que, comme on s'était dit, ça va sortir en décembre. Ouais. Fait qu'au moment où vous écoutez ce podcast-là, c'est en décembre. On a sorti, en fait, le premier au mois d'octobre. Ça doit faire quelques jours, mettons? Ouais, ça fait quelques jours de nos deux plateformes, si je peux dire ça comme ça. Puis là, il a fallu qu'on ait écouté quand même si c'était récent, qu'est-ce qu'on s'était dit là pour finir, parce qu'on est tellement allé dans plusieurs différents... Ouais. C'est ça. Fait qu'au début, on allait un petit peu on était structuré. Là, à la fin, on allait de tout bord, tout côté, mais on a dit, inquiétez-vous pas. Parce que tu voulais régler ta situation personnelle. Je sais, mais c'était sans le dire quand même. Je voulais une consultation. Je voulais une consultation gratuite, c'est tout. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment important, si vous nous écoutez, d'aller écouter le premier épisode, parce que là, c'est vrai que ça fera peut-être plus de sens, là. Tu peux peut-être en dire quand même qui, tu sais, on est avec qui. J'ai oublié de dire dans l'extrait, en plus, qu'on était commandité par Barricade. Fait que, sorry, j'avais un petit texte que j'ai dit la première fois. C'est ça. Là, écoutez le premier épisode. Là, je viens de me dire, non, j'ai oublié de dire que la phrase que fallait que je dise là, pour la commandite. Fait que c'est Barricade qui nous commandite. Puis, tu peux présenter là, l'entreprise quand même encore, si tu veux. En gros, Barricade, c'est une entreprise qui est 13e année d'existence. Moi, j'étais un petit gars de Quatico qui est venu à Québec pour reprendre cette clientèle-là, une clientèle qui était développée par un ancien associé d'un grand bureau de Québec. Il était parti à son compte, puis on a décidé de se joindre un peu. C'était mon mentor, finalement. Puis j'ai travaillé dans sa clientèle pour fonder, quelques années après, Barricade. Ça a eu d'autres noms, d'autres déclinaisons auparavant. Mais Barricade, c'est quoi? C'est une gang de fiscalistes ensemble. On fait pas de comptabilité. On fait pas de tenue de livre. On vend pas de produits financiers. Ce qu'on fait, nous autres, c'est de la fiscalité, de l'évaluation d'entreprise puis du droit. On fait le droit de nos planifs. On fait pas du droit, t'arrives, tu dis, j'ai telle affaire, j'ai un autre fiscaliste m'a fait un mémo, on fera pas, on veut juste s'autosuffire finalement dans nos transactions avec nos clients.
On travaille à grandeur de la province. On a des employés un peu partout. Là. C'est ça la marque Barricade. Là. Il y a des gens qui travaillent de Gatineau autant que du bas du fleuve. Ouais, j'ai vu ça. Parce que là, quand vous avez publié, j'ai eu du monde de ton équipe aussi qui se sont connectés à moi. Puis je voyais qu'il y avait des gens de d'autres c'est provinces ça. et tout. On essaie de faire différent. On veut faire de la qualité en fiscalité, en droit, en évaluation, mais d'une manière autre que faut que tu viennes au bureau 4 jours semaine. La pandémie nous amenait ça un peu, fait qu'on surfe là-dessus. On fait aussi, on peut pas dire de la planification financière là, parce que c'est réservé au PLFIN, mais on fait de l'accompagnement pour des finances. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui a plein d'argent dans sa compagnie de gestion, on va l'aider à l'amener dans ses mains pour acheter du steak. Ouais. Tu sais, être capable d'aller en vacances avec. Comment tu fais pour l'avoir et qu'elle te coûte le moins cher possible, cet argent-là durement gagné? Parce que tu l'as mis là pour qu'elle soit moins imposée, mais là, tu aimerais ça l'utiliser aussi. C'est ça. Fait que, c'est le client, il arrive d'un conseiller financier, d'un bureau de comptable qui n'ont pas de fiscalité. Tu sais, les autres, on les sert beaucoup. Ou avec des clients directs. Moi, j'en ai beaucoup en immobilier. Ces personnes-là, on fait de la magie avec eux autres. Puis à la fin de tout, Alex, on a pris ta fiscalité, on a pris ton droit, on a de l'argent, ici et là, comment je fais pour me rendre jusqu'à l'autre bout? J'en ai déjà assez. C'est l'affaire est ketchup. Exact. Fait que c'est pas mal ça, Barricade. On était 2, on est rendu 60. Puis, on le vend dans le dos. Ouais. Quand on s'est rencontrés, c'était pas mal plus petit. Écoute, ça doit faire au moins 10 ans là, qu'on se connaît facile. Ouais. Développement d'affaires. C'est ça. C'est ce qu'on a fait. On en faisait plein au début. Là, on en fait moins un peu. Mais on le fait différemment. On le fait différemment. On fait des podcasts. C'est moins de 20. On est plus en forme le lendemain. Un petit café, ça c'est bien correct. Fait que là, la dernière fois, là, c'est ça, je disais, on avait passé la résidence secondaire principale, on a mis vraiment là, les bases, puis là, on s'en allait plus vers les immeubles locatifs. Ouais. On a parlé dans la compagnie de gestion, dans l'opérante, là, etc. Puis là, on disait que c'était plus facile de transférer notamment là un actif immobilier d'une compagnie opérante à une compagnie de gestion, mais moins d'un personnel à une compagnie de gestion. Là. Grosso modo, c'est un petit peu ça qu'on avait dit. En fait, tant aussi longtemps que ça reste de compagnie, en fait, avec une destination qui est une compagnie, on peut faire tous les réaménagements que vous voulez. C'est ça. Là où moi, je me plais à dire, c'est quelqu'un qui va être venu au début. Elle dit, Alex, j'achète mon premier 3 logements, je vais aller habiter dedans, ou je veux juste l'acheter comme placement. Et, maintenant, je reste plus là, je me suis acheté une maison, je veux prendre mon 3 logements puis le mettre dans ma compagnie pour faire du ménage. Il va peut-être bien te dire, vends-les. Ouais. Tu sais, parce que ça se fait de le transférer sans droit de mutation. TPS TVQ, il n'y en a pas dans mon exemple, mais sans taxe, s'il y avait du commercial au rez-de-chaussée, par exemple, sans impôt, selon des règles de, si tu as refinancé, il y a peut-être 2 immeubles à transférer, mais tout ça pour dire, il y a une manière de le faire vraiment, vraiment à faible coût fiscal, mais tu vas quand même payer loin, puis un notaire, puis la banque pour faire ton transfert. Faut compter ça quand même. Ça vaut-il la peine de le mettre dans la compagnie juste pour faire du ménage, pour dire, là, tous mes immeubles sont rendus dans la compagnie. Après ça, c'est le chapeau du fiscaliste qui parle. Si t'en dors plus parce que t'as ta pizzeria dans tes mains avec tes 2 logements résidentiels au rez-de-chaussée, à l'étage, pardon, je vais te le transférer. Si tu veux absolument le garder parce que t'es en amour avec, moi, te le transférer dans la compagnie, puis on va le faire. Ouais. Mais en voulant dire, le juridique peut avoir un ascendant à sa fiscalité, mais fiscalement parlant, financièrement parlant, t'aurais peut-être pas d'avantage. Ouais. Puis des fois, c'est quasiment une question de préférence. Là. Tu sais, des fois, c'est au même titre que des gens ils me disent, là, je suis mieux de refinancer ou de placer cet argent-là. La réponse financière, c'est toujours t'es mieux de le placer puis d'emprunter. Mais toi, ça t'empêche-tu de vivre? C'est ça. C'est un peu ça aussi, là, tu sais. Puis la théorie financière veut que quand tu as une maison, un chalet, n'importe quoi, tu refinances au maximum pour aller profiter de l'argent de la banque pour le placer. Dans la vraie vie, là, exact. Il y a une méchante batch de monde qui disent ma maison est payée, c'est un stress de moins. C'est ça. Quand bien même que tu vas me dire loin, mais t'en faire 200 000 de plus. C'est ça, tu pourrais faire du 14 % net avec ta maison, avec l'argent de la banque. Tu te dis, moi, j'aime ça, mon objectif de vie, c'était de payer ma maison. Puis c'est ça qui arrive le plus souvent. Tu sais, des gens qui ont une maison, disons 1 million, puis qui se rendent avec 100, 200 000 de dettes dessus, sont contents d'avoir le paiement de 100, 200 000. Tu sais, ils remettent ça sur 25 ans, puis ils s'en vont tranquillement, pas vite en s'en allant. Ça leur tente peut-être pas de remonter ça à 800 pour dire, Christophe, oui, je l'ai placé, là, mais la 13 ans, tu sais, il y en a que je suis en train de blasphémer en disant ça, puis il y en a d'autres que, non, moi, pas mal dans la toune, Alex, tranquillement, je paye ma maison, je m'en vais chez nous, tu sais. Exact. C'est comme un niveau de tolérance, ta gestion de ton risque d'entêtement. C'est ça, tu sais, fait la fiscalité ne peut pas gérer
La finance peut pas tout gérer non plus. Tu as besoin d'argent puis tu veux sauver ton impôt au maximum. Ben, si tu veux pas payer d'impôt, ben, laisse tout l'argent dans la compagnie. Mm-hmm. Tu sais, mettons, t'es toi, là, conseiller financier. Fais tout ton argent, laisse ça dans la compagnie. Ouais, plate en crème, pareil. Fais de l'argent, Ouais, puis... mais... Ouais, ben... mettons le bout de conseil. Ouais, le bout de conseil. Celui-là, ouais, barricade. Ça, c'est une autre histoire. Je le laisse... Ouais, faut pas se mettre personne C'est à juste dos. au Québec. Ouais, c'est ça. Mais barricade, mettons, je pourrais laisser tout l'argent dans la compagnie barricade. Ouais. Puis dire, bon, ben, le Calvin, ma job est faite. J'ai payé le moins d'impôts possible. Mais c'est plate en chien. Mm-hmm. Tu sais, comment je fais pour vivre un peu, là? On fait ça pour quelque chose au bout de la ligne, là. Exactement. T'sais. Les personnes qui font rien pour rien. Fait financièrement, fiscalement, juridiquement, puis administrativement, c'est tout le temps 4 paramètres que je regarde pour dire, t'as eu des bâtisses, t'as eu des immeubles, t'es acheté personnel parce que Blouin ou ben non, ton banquier t'a dit, tu serais avantagé de faire ça. Puis là, tu dis, OK, ben là, Alex, je vais passer à la prochaine étape. J'ai pris dessus, je vais mettre ça dans ma compagnie ou non. On va regarder 4 paramètres. Fiscalement parlant, souvent, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Hein? T'as réussi à dire ça one shot, c'est pas fait. Blanc, bonnet, blanc, blanc, dire, ça change rien. Ouais. Juridiquement, tu vas gagner, mais si toi, juridiquement, tu dis, bon, mon 3 logements dans mes mains, j'en ai encore des immeubles dans mes mains, que j'ai acheté quand j'étais au cégep ou à l'université. Si j'avais eu un grand risque, si j'avais senti une pression, fiscalement parlant, moi, c'est mes honoraires coûtent moins cher que toi, mettons. Ça y est, je l'aurais mis dans la compagnie. Mais moi, c'est pas une priorité. Fait que quelqu'un pourrait dire, ouais, je gagnerais au juridique, mais je m'en fous un peu s'il me fait pas peur, cet immeuble-là. C'est ça. Après ça, ben, aux finances. Est-ce que la banque, oui, non, ça lui donne plus de latitude ou moins? Tu sais, tes ratios d'endettement personnel. Ça dépend si t'es rendu dans la vie. Ben, c'est ça. Mettons, tu gagnes un salaire normal, puis que t'as beaucoup de petits immeubles. Ben, les petits immeubles vont avoir tendance à maganer tes ratios d'endettement personnel. Fait que ils vont te demander comment ton char te coûte, comment ton logement te coûte, puis comment tu manges. À peu près. Mais là, avec ces immeubles-là, tu vas venir maganer ton excédent que ta paye te donne comme over sur ton budget que les autres calculent à la banque. Tu vas venir le manger tranquillement pas vite avec tes petits immeubles. Fait qu'est-ce que la banque, un moment donné, va avoir une limite à te prêter au personnel? La réponse, c'est sûrement oui. Soit que tu augmentes ton salaire ou ben non, tu vends tes immeubles. Ça existe dans la vie. Là. C'est plate, là, ça. Je peux quasiment pas le dire à certains propriétaires. Là, parce qu'ils comptent leur vie en nombre de portes. Mais ça a comme sonné dans ma tête. Ben, t'en connais d'autres, hein, c'est sûr. Et certains sont pas tous de même, mais une méchante batch qui sont teintés de ce phénomène-là. Fait que si tu dis vends tes immeubles, c'est pareil comme si tu leur plantais un couteau dans le dos en disant tu veux me nuire. Non, tu sais, je veux améliorer ton sort au personnel. Tu veux t'acheter un chalet, ben ça passera pas si t'as tous ces immeubles-là perso. Souvent, ce qu'ils disent, ben, mets ça dans la compagnie. Ouais, mais ça vaut-tu la peine, Jacques, de prendre tes 3-4 logements puis de les mettre dans la compagnie si t'as déjà un pattern puis t'es déjà en phase d'acheter du 8, du 12, du 15, du 30. Tu sais, tes petits immeubles, à un moment donné, il va falloir que tu te fasses violence. Exact. C'est le fun de reporter l'impôt. Mais à un moment donné, passer à go, ramener de la vieille argent dans tes mains, ça peut être intéressant. Par contre, mettons dans le setup-là, OK, nouvelle règle intéressante. Est-ce que Jacques, qui a 3-4 logements au personnel, j'y ferais vendre personnellement ses immeubles? Je suis pas sûr. Ça dépend. Là, il y a une nouvelle patente IMR là, que ça s'appelle, là, l'impôt minimum de remplacement. Oui. Qui existe depuis la nuit des temps, qui va exister encore, mais qu'on s'est mort. C'est un filet de sécurité. Grossièrement, là, c'est un filet de sécurité que le gouvernement se met pour dire, Caro, faites ta déclaration d'impôt. Puis en arrière, on a un filet. Si ta déclaration d'impôt te donne trop d'avantages, ben le filet, il va nous dire, OK, ben t'as un minimum, l'impôt minimum de remplacement. Oui. T'as un minimum à nous payer pareil. Quand t'as dit ça tantôt, ça résonne. Là. C'était où déjà que j'ai entendu ça? Mais oui. Ben c'est ça. T'as comme un minimum que t'as pas le choix de payer. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé à tune la formule de l'IMR. OK. Pour dire que le gain allait avoir une pondération plus importante dans le calcul. OK. Ça venait à être annulé par la fausse hausse qu'il y a eu. Là. Je sais pas si on s'en souvient. Là, une couple de mois, voire années. Si on nous écoute dans 10 ans, ils vont dire quoi qu'ils parlaient. Mais c'est qu'en 2024, début 2025, ils l'ont annulé pour dire le gain en capital, il est à 50% de taux d'inclusion. Donc, la moitié est imposable, l'autre moitié ne l'est pas. Ils voulaient monter ça à 66. Tout le monde a paniqué, là. Tout le monde a paniqué. Le Journal de Montréal ne savait plus où mettre ses articles. Les comptables me faisaient vendre les placements des clients, tu sais, pour justement le gain imposable puis tout, puis j'étais là. Pour déclencher, parce que quelqu'un qui s'apprêtait à faire une transaction, l'impact sur le gain en capital entre
inclure une demi comme c'était et comme c'est revenu, ou inclure 2/3 comme c'était proposé, ben, si tu vendais dans un horizon de quelques années, on avait compté entre 5 et 7 ans, tout dépendant du rendement que tu fais entre les deux, naturellement, mais si tu vendais, ben, t'étais mieux de vendre tout de suite que d'attendre. Fait que là, on a déclenché, même nous autres, en sauvage, on va le dire de même, là, des gains capital, du gain capital, ça retourne tout, t'es rendu le nouveau pain béni, le nouveau pain tranché, tu sais. On sait, c'est à la rétroagie. Fait que là, changement de gouvernement, OK, là, Trudeau, Carney, blabla. Il y a eu cette mouvance-là on fallait qu'on gagne des points chez les libéraux. On a rétroagi sur le 50% qui montait à 66, puis on est revenu à 50. Par contre, l'IMR est resté pareil. L'IMR, là, il l'avait modifié, puis avec la hausse du gain capital à 66... Là, j'ai juste une question qui me brûle les lèvres depuis tantôt. T'as l'IMR puis t'as l'IMR-TD. Ouais. C'est pas la même chose, hein, c'est ça. Ben non, mais faut justifier notre paye à un moment donné, là. Faut que ça soit mélangeant. Si c'est pas assez mélangeant... Oui, il y a l'IMR, mais là, j'étais comme, il y a l'IMR-TD aussi, mais là, on n'est pas obligé de rentrer là-dedans, là. Mais non, mais je te le résume. L'IMR, celui qu'on parle depuis tantôt, au personnel, c'est le filet de sécurité du gouvernement. Le minimum d'impôt. L'IMR-TD, c'est d'incompagnie. OK. C'est l'over que tu payes pour que le gouvernement collecte plus rapidement de l'impôt. Okay. Check bien. Sur un placement, mettons, tu fais de l'intérêt dans ta compagnie de gestion. Oui. Le gouvernement va te collecter 50 et 17 là-dessus. Oui. Par contre, il y a 30,67% de ce 50-là qui va être remboursé. Là, tu tabarnache, finalement, c'est 20. Un moins l'autre. Tu arrives à 20,5. Tu te dis, ben, moi, je veux 20,5. La seule manière de te faire rembourser, c'est de te verser un dividende ordinaire. Pourquoi que le gouvernement fait ça s'il te le rembourse? Parce que pour te forcer à te verser de l'argent. Ça, ils veulent que le monde, les méchants millionnaires qui ont des compagnies de gestion, ils veulent qu'on verse des dividendes ordinaires qui, soit dit en passant, ont un certain désavantage pour l'actionnaire si tu peux verser du dividende déterminé aussi. Je ferme la parenthèse. Ouais. Ce dividende ordinaire-là implique que tu vas payer plus d'impôts personnels, a un impact sur le calcul de l'IMR. OK? Fait que là, toi, t'es dans une affaire de fou aussi. C'est un cercle vicieux ou vertueux. On sait pas. Fait en gros, le gouvernement vient collecter plus vite de l'impôt. Avec l'IMR-TD. Fait que c'est un acompte provisionnel que tu fais dans la compagnie pour que le gouvernement dise, on suit plus les fiscalistes. On va juste collecter à la source. Puis tantôt, on va les rembourser quand on va comprendre la toute. Mais ils vont être obligés. Je caricature, là. Je fais des blagues. Mais, fait IMR-TD, c'est un acompte provisionnel. Puis IMR, c'est un filet de sécurité. Okay. C'est les plates qui parlent, c'est pareil, mais comme. Ouais, c'est parce que ça remonte loin, là, les cours de fiscalité, là. Fait que j'étais comme, attends, il y a l'IMR-TD. Puis en tout cas. L'IMR-TD, on le voit plus souvent. L'IMR, on en parlait peu. On en parlait dans des causes qui avaient des exemptions pour gain capital. Quelqu'un qui vend son entreprise. Il vendait des bas, puis il vend ça. Ben, s'il faisait plus, en tout cas, avant, si tu faisais un gros gain capital, c'est la vente de ton entreprise perso, ce qu'on vise à faire pour aller chercher ton exemption pour gain capital, ton espèce de nanane aux entrepreneurs qui est monté à 1 250 000. Okay? Fait que si quelqu'un vend une entreprise active, là, on est dans une série immobilier, là. Ouais. Je veux pas que tous les gens d'immobilier m'appellent en disant, Calvin, ça allait que j'ai 3 immeubles dans ma compagnie, je suis actif. La réponse, c'est non. Okay? En immobilier, ça prend plus que 5 employés à temps plein. Il y a des règles. Il y a une règle spéciale pour l'immobilier puis les prêteurs privés. Ça serait trop facile. Ça serait bien trop facile, c'est ça. Mais il y en a qui ont 150 logements puis qui travaillent fort. Peut-être plus fort que le gars qui vend des bas, mais qui sont pas actifs. C'est plate, ils ont tiré le chalkline à plus que 5 employés à temps plein toute l'année. La vie est ainsi faite. Exact. L'exemption pour gain capital est montée à 1 250 000 pour les sociétés qui sont actives. La personne qui va vendre une entreprise active va vouloir aller chercher ce nanane-là parce que 1 250 moins 1 250 fait 0. L'IMR rentre en jeu en disant les fiscalistes sont trop bons, vous payez pas d'impôts, on va vous mettre de l'IMR. On le voyait avant, beaucoup, cette situation-là où les gens prenaient l'exemption pour gain capital, puis il y avait de l'IMR, l'espèce de filet à payer. Aujourd'hui, on le voit autant dans ces situations-là où on vend des entreprises opérantes, des IGA, des vendeurs de bas, des barricades fiscalistes, des services financiers, blabla. Mais on le voit aussi quand les gens font du gain capital. De par le fait que la formule a changé. OK, c'est ça. Ils ont surpondéré le poids du gain capital dans la formule.
mais ils ont rétroagi sur le taux d'inclusion. Fait que là, les petits gains en capital sont dorénavant touchés dans la formule de l'IMR. Avant, on le voyait pas mal moins. OK. Fait que dans mon exemple de Jacques qui a 3 fois 4 logements, On vient à Jacques. ben on vient à Jacques, faut pas l'oublier. Jacques m'a demandé, OK, ben Jacques, personnellement, comment tu fais de rendement? T'as-tu d'autres rentrées d'argent d'une compagnie ou t'as-tu une compagnie que tu vas vendre ou quelque chose de même? Juste pour calculer, ça vaudrait-tu la peine de prendre ton immeuble puis de pas le vendre dans tes mains? Parce que l'IMR, okay, celui qui est personnel, le filet de sécurité, celui-là, il est récupérable sur 7 ans. Ouais. Une règle, encore une fois, une règle facile, tu sais. Faut que tu aies suffisamment de revenus, donc du salaire, du REER que tu décaisses. Faut que tu aies de quoi pour venir, c'est ça, pour venir récupérer un peu, c'est de quoi qui va être imposable directement. Si tu as ça, tu vas récupérer l'impôt minimum de remplacement que tu as payé en trop. Fait que Caro, à tous les ans, sans t'en rendre compte, là, depuis que tu es né ou depuis que tu fais ta déclaration, on donne un petit break. À 0 ans. À 1 an. Tu as ta déclaration régulière, tu as ta déclaration IMR. Si l'IMR est plus haut, tu payes celle-là. Mais la différence entre les deux, ils te la remboursent si, dans les prochaines années, tu payes suffisamment ta part d'impôt. Fait que là, il faut faire une espèce de test en disant, genre, tu vas peut-être bien, tu vas payer de l'IMR cette année, mais l'année prochaine, tu vas tout le récupérer. C'est plat. Okay? T'as pas de rendement sur cet argent-là que t'as envoyé au gouvernement, mais tu vas le récupérer tout de suite. Fait que, borderont pas avec un transfert de tes 3-4 logements, 3 fois 4 logements, dans la compagnie. Puis il y en a d'autres qu'on va dire, ça va pincer solide, là. Tu sais, c'est des gros gains. Il y en a qui ont des grosses propriétés personnelles ou des gens qui vendent des parts de compagnies immobilières ou des parts de sociétés non collectifs. Ça se peut que ça l'arrive ou parce qu'il y avait des petits parcs, des belles petites pépites qui se sont faites dans des sociétés non collectifs. On a un cas, justement. Peux-tu, avant, expliquer les sociétés non collectifs pour que les gens... Ça serait pas fou. Tout ça pour dire que quelqu'un qui vendrait... Oui. Puis je saute ces structures après. Parfait. Quelqu'un qui vendrait des parts d'une société. Ouais. Ou qui vendrait son immeuble ou les parts dans un immeuble, tout dépendant du volume, ça se pourrait... Tu sais, si vous êtes en train de penser à vendre, pensez IMR. Okay, si vous retenez ça, on a un bout de fête. Là. C'est ça. Je t'ai soufflé. Donc là, tu me disais. Les structures. Les structures. Et là, je te voyais t'en aller. Ouais, on laisse à la lune, là, c'est parti. On n'a pas expliqué les structures. OK. Fait que les différentes structures légales. Puis, après ça, on va rentrer dans le financement. Parfait. Okay. Check bien ça. Tu peux acheter au personnel, tout seul. Ouais. Puis il y a 32 personnes. Oui. Ça existe dans la vie. On peut appeler ça des copropriétés. On va appeler ça souvent de la copropriété indivise. Ce qui veut dire que si on achète 2 logements ensemble, c'est pas vrai que toi, t'as le haut, moi, j'ai le bas. C'est indivis. Ouais. Donc, c'est pas divis entre nous autres. Je suis autant propriétaire de l'unité du haut que du bas, puis toi aussi. OK? Il y a certaines propriétés divises qui existent. C'est dur à financer. On veut parler de financement. Ouais. Il y en a à Québec, là, il y avait des vieilles copropriétés, surtout dans les portes, là, Saint-Jean. Ouais. Ben, justement, c'était des clients qui habitaient dans le Vieux-Québec. C'est ça. Il y en a là. Il y en a dans des vieilles parties de Montréal aussi. Il s'en fait plus de ça. La copropriété divise ou indivise dans du condo. C'est un chiard parce que tout le monde est propriétaire un peu de toutes les unités de tout le monde. Ce que tu veux dans du condo, c'est ça, c'est à moi. C'est mon carré, finance-moi ça. En plus, je commençais quand j'ai eu ces clients-là, puis là, ils essayaient de m'expliquer leur financement puis tout, puis je comprenais rien. Ah, c'est ça. Fait que de l'indivision dans du bloc appartement, c'est toujours ça. De la division dans du condo, c'est ce que tu cherches. Tu veux vraiment ton petit condo, ta partie privative, tes pébelles à toi avec des codes, des cadastres. Bingo. Fait qu'on pourrait acheter, moi puis toi, 2 logements, 4 logements, 100 logements dans nos mains personnelles. Puis ça serait tout. Il y a la fiscalité de ça, rien. Toi, tu reçois ton net, puis tu peux amortir dans ta déclaration d'impôt. Fait que le choix de l'amortissement, puis là, on va peut-être faire une petite tournée sur l'amortissement. On en parlait souvent. Le choix de l'amortissement est individuel dans la copropriété. Fait qu'on aurait un 50... on aurait pas un 50, Chris, on va prendre un 10 logements. On aurait un 10 logements ensemble. Ouais. 50-50. 50-50. Oh, ouais, je pensais te donner 30, mais bon, 50-50. On aurait 50-50 de ce 10 logements-là. On fait un net 10 000 $ chaque. Tu mettrais à ta ligne, je sais pas trop quoi, dans ta déclaration d'impôt, ton 10 000 $, sauf si tu prends la décision d'amortir. De déprécier
ton immeuble, ta portion, Ouais. pour payer moins d'impôts, Mais là. tu peux pas utiliser le gain en capital. Tu pourrais, check bien ça, C'est amorti. tu pourrais, en fait, c'est si tu vas rester dedans, tu aurais un problème. Dans OK. tous les autres cas, on s'en fout. OK. OK? C'est quoi l'amortissement? Parce que je vais en parler dans toutes mes structures parce que c'est un des gros nanas en fiscalité immobilière. Mhm. L'amortissement, la table, le micro, l'ordinateur que notre chum écoute là-bas, puis nos caméras ici, tout ça, ça rentre dans des catégories d'amortissement qui sont dans la loi de l'impôt. Ouais. Il y en a 50 que. L'immeuble, catégorie 1, 4 Les fournitures électroniques. Exact. Fait que T'as un peu les chars, Ouais. le mobilier, blablabla. L'immeuble, catégorie 1, 4 il y a des exceptions de temps en temps, mais mettons qu'on y va avec la règle de base, 4 Ce que ça dit, l'amortissement, c'est, ton immeuble, pas le terrain, soit dit en passant, astérix, si vous amortissez un terrain, c'est un peu, c'est une bonne grave erreur, là. Fait que quelqu'un qui prendrait son contrat d'achat puis qui dit, j'achète ça 1,50 million, on va prendre 1,50 million, on va mettre ça dans ma déclaration d'impôt, il y a toujours un terrain. Même dans un condo, théoriquement, il y a une petite portion de terrain, pareil. Fermeture de la parenthèse. Tout se déprécie dans la vie. Mhm. Le gouvernement a dit, tu peux prendre une dépense dans ta déclaration d'impôt pour le micro, le char, la table, l'ordi. La particularité de l'immobilier, c'est qu'on peut le déprécier, mais il s'apprécie. Mhm. Tu sais, le char dehors, là, quand même qui est beau, Aussitôt que tu sors du concessionnaire. il va perdre la valeur. Tu sais, oui, il y a des chars, là, le monde va dire, moi, je trouve de collection. Oui, c'est pas ceux-là. Ouais, mais... Tu sais, Oui. Ceux que tu roules avec, là, si tu fais ton truck, mettons, là. C'est ça. Ceux-là se déprécient, perdent la valeur. Ouais. Fait que le gouvernement, il dit, mais il dure quand même plus qu'un an. Mhm. Fait que je veux pas que tu mettes ton 98 000 pour ton F-150 boosté dans ta déclaration d'impôt. C'est pas vrai que tu peux prendre une dépense de 98 000, mode donné, 10 par année. Mhm. Fait que tu vas mettre 10 000 $ par année, va durer un certain temps. Quand tu vas le revendre au garage ou à quelqu'un d'autre, on va regarder à quel montant tu es déprécié, Mhm. combien qu'il vaut, puis soit tu vas gagner ou tu vas perdre. Mhm. T'as pas assez déprécié, le gouvernement va t'en redonner. T'as trop déprécié, tu vas en donner au gouvernement. C'est une logique. Mhm. L'immobilier, c'est illogique à la base. Tout est différent. En tout cas, illogique à la base où il y a sûrement qu'à sa Côte-Nord, il y a des places où ça se déprécie pour vrai. Oui, on sera bon. Mais mettons, ici, dans notre économie qu'on parle, t'achètes un immeuble sur Canardière, à côté des studios de GB, il devrait prendre de la valeur. Ouais. S'il prend de la valeur puis que le gouvernement te permet de le déprécier, tu vas chercher un certain avantage fiscal Mhm. temporaire. Mhm. Fait que tu pourrais, dans notre exemple, on a un 10 logements ensemble. 10 000 $ chaque. Ouais. Tu pourrais dire, Caro, cet immeuble-là, on l'a payé, mettons, 800 000 la bâtisse, 200 000 le terrain. Fait que 800 000, ta portion à toi, 400. Là, il faudrait mettre les droits de mutation. Tu sais, mais mettons qu'on y va 400. On résume. On n'a pas rénové dans l'année, quelque quoi de simple. Règle du demi-tour la première année. On l'oublie aussi. 4 de 400. Tu pourrais mettre 16 000 $ de dépense. T'avais 10 000, tu pourrais planter 16 000. Mhm. Un particulier peut pas créer de perte avec son immobilier, Mhm. avec son amortissement. Tu pourrais mettre 10 000 contre 10 000. Zéro. Tu dis, tabarnak, Alex, t'es un génie. J'aurais payé, avec ton taux de millionnaire, t'aurais payé 50 de ça. Fait que t'aurais payé 5 000 $ d'impôts, là, tu payes zéro. Ouais. Alex, si tu fais, viens-t'en, je m'amène au restaurant, tu viens de me faire sauver 5 000 $ d'impôts. J'ai reporté 5 000 $ C'est d'impôts. ça. Parce que, on l'a dit, il s'apprécie, cet immeuble-là. Mhm. Le gouvernement te permet tout à fait légalement, t'as pas besoin de demander une décision anticipée. Mhm. T'as le droit de l'amortir. C'est juste qu'à la Mais fin à la de tout, vente, ils vont regarder en C'est disant, ouais, votre 10 logements, Caro, Alex, vous l'avez déprécié chacun de votre bord. Il s'est apprécié. Et vous l'avez payé 1 million, 800 plus 200, comme on disait. Il en vaut 2,5. Le gouvernement va dire, bon, on va additionner toutes les 16 000 ou les 10 000 ou les 5 000 que tu as eu besoin pour ramener ton chiffre à zéro. Toutes les additionner, on va y planter d'un coup dans ta déclaration d'impôt avant. Ça va pincer. Mais, si on le résume, là, ce que le gouvernement t'a permis de faire, c'est d'emprunter 5 000. Mhm. Je te jure que tu vas le rembourser. OK? Pas pour acquis qu'on va le rembourser. Mais à 0 % d'intérêt. Tu sais, t'as emprunté au gouvernement. Mhm. Il n'y a pas d'intérêt sur ton amortissement. Exact. Fait que t'empruntes à 0 %, pas indexé. Fait que ton 5 000 reste 5 000 à la fin, dans 49 ans.
reste 5 000 pareil. Pas indexé, ça apparaît pas à ton dossier de crédit. Pas d'intérêt, il n'y aura jamais de rappel. Il y a personne qui va te dire à un moment donné, t'as rendu à trop d'amortissement, paye-moi dans un bout. C'est toi qui décides, c'est toi qui vends. Puis tu rembourses. Oui, c'est plate, là, mais au moment où tu es le plus liquide. Quand tu vends. Tu sais, t'as pas de trésorerie spéciale à trouver, une marge, tu sais. Le gouvernement, pas le gouvernement, mais les comptables ou les clients qui me disent, ah, mais je veux pas amortir, je veux pas me créer une balloune. Parfait. Ben, correct, je comprends. Tu veux pas accumuler. Ben, d'abord, on va pas emprunter. On va pas à la banque. Ben, c'est quoi la différence? Moi, je t'ai donné 5 000. Pourquoi je dis 5 000? C'est le 10 000 imposable à 50 Je t'ai donné un prêt de 5 000. Il aurait fallu que tu le trouves à quelque part. Ce 5 000-là, tu l'aurais-tu pris sur une marge? Non, si tu as de l'argent à plus savoir quoi faire, je suis d'accord, amortis pas. Mais si tu, dans ta vie, empruntes, c'est dur de pas considérer cet emprunt-là. C'est 0%. Fait que tous ces 5 000-là, si tu me dis que tu aurais toujours eu de l'argent pour les payer, impôt, tu sors l'argent cash sans emprunt. C'est ça. Fait qu'il va y avoir un calcul initial de ce qu'il y aurait eu à payer, mais ils vont rajouter aussi ce qu'il n'a pas payé à travers les 10 ans. C'est ça. Fait qu'à la fin de tout, notre immeuble, 2 500 000, on a payé ça 1 million. On a un gain en capital. Encore une fois, j'oublie tous les autres grammaires autour, les courtiers, les droits de mutation, les rénovations qu'on peut avoir. On dit tout pour pas se faire dire, ouais, mais là, il y a tel et tel. Ben, c'est ça. Je veux juste simplifier. On va juste simplifier. 2,5 moins 1, c'est 1,5 million de gains en capital. Le gain qu'on parlait tantôt, là, OK? Et notre joute, là, quand on disait, t'es peut-être mieux pas de vente personnelle, peut-être bien que moi puis toi, dans ce scénario-là, on dirait, ouais, là, on a 750 000 chacun de gains. Ça se peut qu'il y ait de l'IMR. OK? Juste pour faire un petit suivi sur ce qu'on disait tantôt. Gain en capital, mais aussi récupération d'amortissement. Parce qu'il s'est apprécié. C'est ça. Le terme s'appelle récupération d'amortissement. Le gouvernement récupère l'amortissement que tu as pris. Tu as dit qu'il se dépréciait, il s'est apprécié. Le gouvernement a dit, c'est individuel. Tu aurais pu le faire de ton bord, j'aurais pu pas le prendre. Puis inversement, tu sais, moi, si, par exemple, j'ai un autre immeuble, un 3 logements qui perd de l'argent. Fait que moi, à la place d'avoir 10 000, j'ai 0. Ou j'ai moins 3 000. Parce que mon 3 logements, j'étais en train de le rénover. Okay? Quelque chose, c'est ça. Fait que j'ai une dépense qui est pas capitalisable dans mon exemple, on va dire. Je refais ma toiture. 15 000 sur ma toiture. Puis il y a juste à moi. Fait que là, moi, j'arrive négatif. Puis on peut pas être... Fait que là, toi, tu vas amortir. Exact. Moi, je peux pas amortir. J'ai même pas le droit. Je suis négatif ou à 0. Le gouvernement dit, de façon consolidée, tous tes immeubles ensemble, tu peux pas arriver négatif. Exact. Parfait. Fait que toi, tu aurais plus d'amortissement de prix que moi. Fait qu'à la fin, ça se peut que ça soit discordant nos deux. Ben, ce qui est le fun, c'est que même si tu es en, on va dire, association, là, dans un certain sens, c'est associé de par cette acquisition-là. Propriétaire, ouais. Exact. Tu sais, tu peux faire quand même ta propre fiscalité comme ta situation à toi est la meilleure, finalement. Tu sais. Fait que vous n'êtes pas obligé de vous suivre. Là. Exact. Puis là, si on fait du pouce sur ce que tu dis, l'association, ce terme-là, est un peu utilisé partout, mais la vraie code civil parlant, c'est dans les sociétés de personnes. Exact. SENC, société en commandite, société en participation. Celle qu'on va voir aujourd'hui, la société en commandite, donc ça commence à être feng shui pas mal, là. Mettons la SENC. On en voit encore, on a des clients qui en ont pour des raisons d'impôt de la taxe sur le capital avant. Puis encore, il y en a qui des fois, ça dépend de la profession aussi, mais de moins en moins. Là. Ben oui puis non, tu sais, mais moi je vais parler vraiment immobilier. Oui. Parce qu'il y a des professionnels, effectivement, des bureaux de comptables qui ont des SNCRL ou des avocats, mais pas là-dedans que je veux aller. C'est ça. Les gens qui ont de l'immobilier là-dedans, mettons qu'on prendrait notre 10 logements, on le mettrait dans une SENC. On deviendrait des associés. Dans une société qui est une... Parce que là, on a une entreprise. C'est ça, une entité qui s'appelle une SENC. Exact. Ici, la différence, la SENC prend sa décision d'amortissement. OK? Fait que, en mettant l'immeuble dans une SENC, qu'est-ce que tu gagnes? Je vais revenir là-dessus parce que je suis pas chaud, ces structures-là. Parce que le monde s'impose quand même personnellement, me semble. C'est ça. Oui, c'est ça. Ta SENC... C'est rare qu'on les voit, ça, maintenant. Ben, on les voit moins parce que avant, il y avait une raison fiscale de le faire. C'est ça. Là, la raison fiscale a disparu. Fait que là, une SENC, si tu t'imposes personnel
On appelle ça des entités transparentes. Mhm. Donc, le même 10 logements dedans, la SNC ferait 20 000. Mhm. Ce qu'on dirait, on amortit, peut-être, on amènerait ça à zéro, on recevrait des T53 à zéro. Fait que ça serait pas imposé pendant tout. La différence, on doit prendre une décision d'amortissement commune. C'est ça. Ça s'applique à tout le monde, cette décision-là. Exact. Ça change-tu de quoi? De mon côté, si j'avais eu l'immeuble avec mon 3 logements que je rénovais, j'aurais pas pu prendre ma dépense d'amortissement. Mm-hmm. Là, je peux pas je peux la prendre grâce à la SNC. Fait qu'est-ce que ça fait? Moi, mettons. J'aurais perdu 2-3 000. Parce que j'ai 10 avec mon 10 logements, puis je perdais 13 avec mon 3 logements. Mm-hmm. J'aurais perdu 3. Là, ce que ça fait, j'ai 0 qui rentre du 10 logements, je perds 13. Fait que là, moi, dans ma déclaration personnelle, j'ai perdu 13 000. C'est avantageux pour moi d'avoir eu ma SNC. OK. C'est ça. Il y a là, dans certains cas, on va le faire justement pour cette espèce de barrière, de changement-là qu'on peut aller chercher en fiscalité ou d'avantages qu'on pourrait aller chercher. Mais tu sais, il faut vraiment le prendre puis sticker là-dessus. Parce que fiscalement parlant, elle est transparente. Mm-hmm, à la seconde qu'elle va distribuer, puis tu peux pas rien faire. On pourrait prendre nos parts puis les mettre dans des compagnies. Ben, c'est on va aller dans des compagnies après. Dans le fond, ce serait... ça serait sûrement ça, éventuellement, qui arriverait. Parce qu'à un moment donné, tu te dirais, ouais, ben là, t'as peu, Alex, là, on manque d'amortissement, mettons. Parce qu'à un moment donné, si on prend la logique, là, on avait 800 000 au début. Ben, à un moment donné, à force de prendre de l'amortissement, on prend 32 000, mettons qu'on est conjoints ensemble. Mm-hmm. On prend 32 000. 32 000, c'est dégressif, fait que 32, 31, 30, 29, 28, blablabla. À un moment donné, on arrive à zéro. Ouais, c'est ça. À un moment donné, quand il n'y en a plus, là, on commence à faire de l'argent. Ça commence à faire mal. Et la dette a diminué. Tu sais, notre 10 logements, à moins qu'on ait refinancé, si on avait acheté ça, puis on s'est dit, ouais, ben c'est le fun, mais ça va rien qu'être un. Ça arrive. Tu sais, t'en voulais juste un. Ben là, la dette a diminué. T'as moins d'intérêt. T'as plus de frais SCHL si on l'avait assuré le prêt. T'as plus d'amortissement. Oh, ça commence à payer de l'impôt. Fait que là, si tu reçois ça dans tes mains personnelles, il n'y a rien à faire. Fait que, autant dans une copropriété qu'autant dans une SENC. Parce que c'est des entités transparentes. Fait que la SENC, par rapport à la copropriété, tu sais, on l'a vu tantôt un peu. Quand tu dis entité transparente, ça veut dire que c'est que les gens s'imposent personnellement quand même. C'est juste un titre qui est utilisé pour la fiscalité. Ouais, c'est ça. C'est un slang. Juste pour expliquer pour les gens. C'est un slang pour dire la fiscalité ne se gère pas à l'intérieur même des sociétés de personnes et distribuée. Mais l'amortissement est géré là. Donc, il y a un petit quelque chose de différent. Juridiquement parlant, très peu de protection dans une société non collectif. En plus. Donc, tu fais pas ça pour ça. Administrativement parlant, c'est plate. Société non collectif. Il y a un PBR de participation calculé. C'était d'une société en commandite, pardon. C'est une fraction à risque aussi qui peut intervenir. Fait que plus d'honoraires comptables, on va dire de même. Puis financièrement parlant, ça, il n'y a pas trop de différence. Les banques vont financer un ou l'autre. Ça se pourrait qu'ils trouvent ça un peu étrange, ta société non collectif, pareil, mais une banque qui en fait pas mal de financement va comprendre. Et fait, t'arrives even, fait que si ton but c'est de gagner en fiscalité, c'est pas grand chose. C'est ça. Fait copropriété, on achète les deux ensemble. Ouais. Société non collectif, on est associé dans une bulle. Oui. C'est vraiment un rond dans nos organigrammes, les sociétés de personnes. Puis pourquoi il y a des ronds? C'est parce qu'il y a des carrés. Les carrés ou les rectangles, c'est des compagnies. Ouais. Puis ça, on le voit, c'est une épidémie, on dirait. Tout le monde, parce que tu te trompes pas tant que ça en faisant une compagnie, mais bien souvent, t'as fait pour rien. Fait que tu gagnes pas, mais tu te trompes pas. Tu sais, fait que ça se pourrait que il y en a qui disent ouais, puis on va le dire de même, il y a certains professionnels qui, ne connaissant pas ça, vont dire fais-toi une compagnie. Tu sais, ben plus facile de dire ça que de te tromper, puis là que le gars te dise ouais, mais là j'ai plein de risques personnels. Fait que la compagnie, c'est comme trop fort, casse pas. Ouais. Tu sais, fait que t'as fait, au pire, elle me servira à rien, au mieux, je vais gagner. Ouais. Mais t'as quand même des honoraires. Puis là, quand tu te prends cette trail-là 49 fois, ben, ça fait un gros organigramme.
Puis là, tes honoraires, ils shiftent. Là, Oui. Là tu vas payer des avocats puis des fiscalistes pour gérer la transaction, Exact. gérer ta rotation d'argent. C'est là, t'as l'argent dans une que tu veux qu'elle aille dans l'autre. Puis là, c'est là que la fiscalité rentre en jeu, puis c'est là que c'est un chiant. Fait que pas trop vite tomber dans ce pattern-là, je crois. Mais la compagnie, pourquoi on envoie autant de compagnies? Première des choses, c'est parce que l'argent, si elle est brute, si elle vient d'une compagnie, un plombier, et lui, il va dire plombier Inc. Là, parce qu'il s'est incorporé, OK, pour une raison de business dans sa compagnie de plomberie. Il dit, ben ouais, je génère pas mal d'argent. Les taux d'imposition dans des sociétés actives opérantes sont intéressants. Fait que la décision d'incorporation pour un entrepreneur ou quelqu'un qui a un concept ou quelqu'un, tu sais, ça, c'est correct. Qui vend, oui, puis elle vient vite parce que ton taux personnel, c'est pas long qu'il va te faire atteindre 30, 40, 50% d'impôts. Exact. Alors que d'une compagnie, ton premier 500 000, tu vas payer 12% dessus. Ça devient séduisant rapidement. OK? Fait que le plombier s'est incorporé, a créé une Inc., a mis ses pipe wrench, son inventaire puis ses guenilles dans plombier incorporé. Fait des profits. Ces profits-là, on les prend puis on les envoie dans notre holding. Ouais. On l'a parlé un peu la dernière fois. Oui. Pourquoi on laisse pas l'argent dans plombier Inc.? L'exemption pour gain capital, tu sais, le gros nanan fiscal de dire je vends ma plombier Inc. sans payer d'impôts, c'est assez séduisant des fois que le monde dise ouais. Puis tu sais, des fois, quand je parle avec des clients, tu sais, nous, on est souvent le premier avant que justement ils rencontrent un fiscaliste à qui on parle, puis là, c'est là qu'on dit ben ça vaut-tu la peine, tu penses? Ben des fois, on le sait déjà que ça vaut pas la peine parce que mettons que c'est un consultant, est-ce que ta compagnie elle se vend? C'est ça. Tu vas-tu la vendre? Ah non, je peux pas la vendre parce que c'est moi. C'est ça. Ça a pas de valeur. Personnel très, très fort. Bon, ben c'est ta compagnie de gestion. C'est ça. Fait que ça vaut pas la peine d'aller se recréer une autre compagnie pour dire que c'est ton opérante si tu penses pas vendre. Sauf si, juridiquement parlant, il se dit que moi, je veux séparer mes affaires. Oui, mais c'est rare quand même. C'est la décision, elle revient à personne. Tu sais, s'il endort pas la nuit de ton consultant parce que il y a 3 immeubles à même ses services de consultation, ben fais-y sa compagnie de gestion. Une compagnie de gestion, société portefeuille holding, on l'a dit dans l'autre, c'est une société mère finalement qui va détenir tout ou partie des actions de ta compagnie opérante. Compagnie opérante, c'est un rectangle, t'as un autre rectangle en l'air qu'une flèche. Puis toi, t'es en haut ici. Puis c'est dans ta compagnie de gestion que là, tu fais tes investissements, que tu prends des stratégies d'assurance ou des placements, tout ce qu'on n'aura pas le temps de parler, là, mais tu sais. Pourquoi qu'on met tout ça là? Parce que tu as une protection, c'est sûr, elle sera jamais au bat. Théoriquement, ta compagnie de gestion fera jamais une facture. Exact. Fait que t'enlèves un gros pan de la vie qui est, ben, peux-tu me faire poursuivre par quelqu'un si t'as pas facturé personne? Ben, des chances que, tu vas, tu sais, c'est toi puis tes affaires, là. Exact. Fait que tes placements à la bourse te poursuivront pas, mettons. Non. Oui, en tout cas, ça serait surprenant. Fait notre ami plombier génère du cash, puis dit, je vais acheter mon premier immeuble. Puis moi, je dis, achète donc pas ça dans ta compagnie de plombier. Tu sais, tu vas vouloir la vendre tout à l'heure, tu vas avoir des immeubles dedans, il va falloir les sortir. Ouais, parce que là, contrairement à ce qu'on disait pour moi la dernière fois, le bureau, il fait partie des services financiers. Lui, ça a comme pas rapport. Lui, c'est dans mon exemple, un type de logement résidentiel. Il est plombier, excusez. Puis, c'est un résidentiel complètement à part qui a pas de lien d'affaires ensemble. Là. Ouais, exact. Fait que lui, c'est vraiment, là, il veut faire un placement. C'est pas qu'on ait l'air de se contredire. Non, ben c'est bon, c'est bien que tu ramènes ça. Et là, l'autre fois, t'as dit que... c'est ça. Non, c'est pas sa place d'affaires au plombier. Dans mon exemple, c'est vraiment un 6 logements résidentiels sur Henri Bourassa à Québec. On va nommer des rues. Ça va nous... Parce que là, on est tous Canadiens. Faut changer de place. Ouais, faut changer de place. On n'est pas tous ici, les blocs. Donc, ce 6 logements-là, s'il le met dans sa compagnie de plombier, il pourrait, en disant, je ne vendrai pas ma compagnie de plombier, mais si tu as une poursuite, l'autre gars peut dire, ça te donne un levier de plus, blablabla. Bon. Il la met dans sa compagnie de gestion. C'est une des raisons pour laquelle il y a autant de compagnies en immobilier. C'est pas que les gens, c'est pas que ma mère qui est infirmière qui voulait avoir un bloc appartement, c'est créer une compagnie. C'est que la source première des fonds vient d'une compagnie opérante. Exact. Si c'est le cas, ben moi, je vais dire à mon plombier, verse-toi pas ça personnel. Tu vas payer 40-50% d'impôts là-dessus avant de faire ta mise de fonds. On va dire, fais une mise de fonds corporative. Place avec ta compagnie. Ce faisant, tu vas sauver
reporter ton impôt personnel et non l'économiser. Puis tantôt, mais tu vends ton 6 logements, tu auras de l'argent dans ta compagnie, tu paieras tes impôts, on va te verser ça personnel. Exact. Fait que ça, c'est une bonne utilisation des compagnies. Là où je trippe moins, c'est des gens qui commencent en immobilier puis qui se disent, bon, ils se m'aller essayer l'immobilier, vont me créer une compagnie tout de suite. T'as pas besoin. Tu pourrais très bien partir ça personnel. Puis si t'aimes vraiment ça, puis là tu te dis, Alex, t'as pas compris, là. Je vais faire de l'immobilier de ma vie. Bon, là, ça se pourrait que je te dise, OK, pars-toi tout de suite en entreprise parce que il y a bien gros des chances qu'une des 17 cordes que j'ai sur l'arc, là, t'amène dans une compagnie pareille. Et c'est ça. Il y a des exceptions à toutes ces. Mais quelqu'un qui dit, j'ai acheté mon premier petit bloc appartement, comment ça va? Je suis fonctionnaire haut salarié, mettons un cadre. Mais je vais acheter ça avec ma conjointe ou mon conjoint qui est aussi fonctionnaire. Ça se pourrait que je te dise achète-toi personnel. T'as pas d'argent brut. T'as pas d'argent corporatif qui coûte moins cher. Fait, peut-être qu'on l'essaierait de même. Sauf si tu me dis, non, Alex, moi, je dormirai plus. Tu sais, il faut absolument pas que j'aie rien dans mes mains. Mais là, dans une compagnie. Exact. T'sais, on vient à notre... Pourquoi la compagnie? C'est parce que ça a une existence juridique qui est distincte de toi. Ouais. La société en non collectif, pour faire un petit pendant, elle l'a pas. Elle a, c'est une entité transparente, autant juridiquement que fiscalement. Fait que ta protection juridique corporative va séduire pas mal de personnes. Oui. Je veux juste pas qu'on se dise c'est la seule manière de faire de l'immobilier. Okay? Vous allez payer peut-être longtemps une compagnie dans le vide si vous partez sur cette tangente-là, étant donné que on aurait très bien pu le faire sans. Et comme dans mon exemple de Jacques avec ses 3 fois 4 logements, vous pourriez vendre vos plus petits puis acheter du plus gros. C'est le parcours normal d'un propriétaire immobilier d'ailleurs. On commence par aller toucher à l'eau avec des petits immeubles, on check si on aime ça. On grossit en refinançant nos petits immeubles. On se dit, Calvin, ils sont bien plus payants que mes petits immeubles. Fait que, on vend les petits immeubles. Puis en plus, son personnel peut prêter l'argent à sa compagnie pour l'investir. Ouais, c'est beaucoup plus facile que l'inverse, là, parce que la règle des 2 états financiers, là, mais ça, on en reparlera. Mais tu sais, au niveau personnel, tu peux emprunter, tu peux passer de l'argent. C'est bon, c'est un parallèle-là que tu fais. Si les immeubles sont personnels, puis qu'on dit, Alex, les prochains, il faut qu'ils soient corporatifs. Ouais, mais j'ai pas l'argent. Dans la compagnie. Exact. Je veux les mettre corporatifs pour une raison juridique, fiscale, quelque chose. On pourrait refinancer les 4 logements à Jacques parce qu'il veut pas les vendre, il est en amour avec. Ça se peut. On les refinance puis on envoie l'argent dans la compagnie de gestion. Ouais. Cette traîne-là, en bon français, du particulier vers son entreprise. Il n'y a pas de problème. Pas de problème, il va rester ça toute la vie. Ta compagnie te doit cet argent-là en plus. C'est ça. Ouais. L'inverse, par exemple. Si tu prends de l'argent de la compagnie. Ça fait mal. Jacques avait ses 4 logements dans la compagnie, puis il dit, je vais m'acheter un Winnebago. Ouais. Ou aller rénover ma maison. M'acheter un bateau. M'acheter un bateau. Prendre l'argent de la compagnie. Ouais. Puis l'envoyer au personnel. Faut que ça soit un prêt temporaire. Faut que ça l'allume. C'est ça. Faut que ça l'allume des étoiles ou un drapeau dans votre tête. Si on pouvait, là. Mais puis personne n'aurait de salaire, de dividende de sa compagnie, de boni. Tout le monde se prête l'argent. Ouais, mais je me suis versé, j'ai payé des intérêts. Ah ouais, c'est ça. Mais ça vaut. Okay, mettons. Le contre-exemple. Il y a plein de cas. Oui, il y en a plein. Puis on en a. Oui, toi aussi. Ouais. Le contre-exemple. Ouais. Moi, mettons, je dis, j'ai besoin de 100 000. J'aimerais bien mieux payer 14 % d'intérêt sur mon 100 000, fait 14 000, que de payer 37 % d'impôts. Fait que tout le monde se prêterait de l'argent par sa compagnie pour la vie. Ben oui. Tu sais, puis il ferait, un moment donné, on remboursera, tu sais, on fera un leverage. Puis, c'est ça. Fait que tout le monde ferait ça. Tout le monde aurait des 100 000 à 4 % un autre 100 000 à 4 % un moment donné, ça s'additionne. Tu dis, mais avant que tu rattrapes 40, 50 % d'impôts, t'as du temps, là. Beaucoup, ça serait une bonne toune, mettons. Fait que c'est juste bon si t'es vraiment mal pris puis tu sais que tu vas être capable de rembourser cet argent-là rapidement. Ouais, c'est un prêt temporaire, vraiment, vraiment à court terme. Puis théoriquement, sur ce prêt temporaire-là, tu devrais charger des intérêts pendant le temps que tu l'as pris. Exact. Le gouvernement sont pas trop fatigants si on parle des vraies choses. Là. Ils sont pas trop fatigants sur ce prêt-là par ta compagnie qu'on appelle une avance. Ouais. Si tu le régularises assez vite. Fait qu'ils ils feront pas ils en feront pas de cas sur les intérêts parce que
C'est bien rare dans des petites entreprises que tu rencontres vraiment ton conseil d'administration une fois par mois pour déclarer le fameux dividende, puis dire, bon, ben, t'avais une avance de 10 000, c'est un dividende de 10 000, fait qu'il n'y a pas eu vraiment d'intérêt ou il n'y a pas eu de fonds qui ont été appropriés par le particulier pendant une période de temps X. C'est ça, exactement. Si on pas fatigant, mais la règle existe, 80.4. Oui, exact. C'est quand même important de... Quand même important, exact. Fait que ça va être vraiment lavé très, très blanc, la règle est là. C'est ça. OK. Puis là, bon, là, on achève déjà. On achève quoi? On achève l'enregistrement. Colin, ben oui, tu m'avais dit. Fait que là, OK, bon, on résume. Mais oui, on a-tu le temps de parler d'autres choses? Non. Non? Okay. Hey, tu m'avais dit maximum. Non, mais mettons, financement. Ben, vas-y, fais ton résumé. Puis... Bon. On a parlé de la détention personnelle. Oui. Très peu d'avantages d'un point de vue juridique, fiscal, mais un avantage administratif, puis peut-être au financement, parce que tu pourrais profiter de largesse de certaines institutions financières au personnel. Okay? Société non collectif, on va le faire pas tellement pour la fiscalité. Elle est très, très, très petit, l'avantage. On va le faire surtout pour se donner une structure, et se faire des contrats, se faire une existence, pas une personnalité juridique, OK, parce que c'est transparent juridiquement et fiscalement. Uniformiser un peu. Ouais, pour avoir un état financier, tu sais, pour avoir quelque chose comptablement fait qui vient à cabaner notre affaire. C'est pas mal ça. La compagnie, on l'a pas dit ben, mais ça a vraiment une existence propre à soi. Oui. Un état financier, une déclaration d'impôt, puis c'est là que les honoraires viennent aussi, tu sais. Fait que t'as plus d'honoraires là-dedans. Fait que administrativement parlant, tu as de quoi de plus à gérer qu'une compagnie. Ça te coûte plus d'argent. Ton financement, ben, tu peux plus profiter des programmes qui étaient pour les particuliers. Mais le financement, il y a certaines institutions qui ont des programmes que tu peux pas avoir si t'es un particulier. Tu sais, fait qu'inversement, financement, bon, peut-être break-even. Exact. Fiscalement parlant, forcé d'admettre que mon plombier, qui a l'argent dans sa compagnie de plombier, ça se peut qu'il dise, ça me prend une compagnie de gestion, c'est sûr. Je veux pas verser cet argent-là personnel. Fait que lui, fiscalement parlant, ça devient intéressant. C'est ça. Pour mes deux fonctionnaires, dans mon exemple, fiscalement parlant, t'as pas grand avantage. Tu sais, tu vas avoir un avantage dans les deux cas, dans tous les cas de figure, juridique. La compagnie a sa propre existence. S'il y a une poursuite, là, parce que ce mot-là sort très souvent en immobilier, alors que j'en vois pas beaucoup, là. Des poursuites vraies, tu sais, en tout cas. Pas une mise en demeure. Ouais, c'est ça. Mettons, j'en vois peu, on va le dire comme ça. Ben, la compagnie a sa propre existence à elle. Fait qu'elle peut répondre de ses propres actes, elle peut faire, fait que s'il y a quelque chose qui arrivait, ben, ta maison, ton bateau, ton chalet, ils sont pas touchés. C'est vraiment la compagnie qui est là. C'est ça. Est-ce que dans un partnership ou on déciderait d'acheter moi puis toi? On n'a pas parlé des conventions d'actionnaires. Ben, tu sais, est-ce que la compagnie deviendrait intéressante? Il y en a qui prennent pour acquis que oui, direct pour, justement, la convention d'actionnaires. On pourrait très bien avoir une convention d'indivision. J'en recommande une, puis si on achetait comme moi puis toi personnel. On pourrait avoir une convention de sociétaire qu'on appelle dans une société non collectif. La convention d'actionnaire, c'est le summum de la patente. Ouais. C'est la plus élaborée, on va dire. C'est celle que le monde connaisse le plus, qui vient régir le partenariat entre nous. C'est ça. Puis pourquoi il y a plus de règles? C'est justement parce que on décide pour une autre personne. Qu'est-ce qu'elle fait si le chiot prend? Exact. Ou qu'est-ce qu'elle fait s'il y a plein d'argent dedans? Tu sais, fait on décide. On décide des règles. Parce qu'il y a un carré autour qui est barré. Il y a un avant et un après, là, tu sais. Fait la convention d'actionnaire, ça se peut, tu sais, si on n'en a jamais fait ensemble, que je dise, de un, l'argent vient de ma compagnie de gestion à moi. Fait que j'aimerais vraiment ça que ça soit ma compagnie de gestion qui investisse. Bon. Fait qu'on est déjà dans un environnement corporatif. Exact. Est-ce qu'on dirait, on achète par ta compagnie de gestion puis par la mienne en indivision? Si on l'a pas vu, on va appeler ça un joint venture, qui est une co-entreprise. Ou une indivision, c'est plus simple pour les gens. Ça existe. Okay? Ça se fait. Il y a des belles indivisions qui se font par deux compagnies. Peut-être qu'on déciderait, parce qu'on veut se protéger l'un de l'autre et du projet. Oui. Et où? Du projet. Et où? Ouais. Peut-être qu'on déciderait de faire une compagnie là-dedans. Fait que 10 Inc. 10 logements Inc. Moi puis toi, nos deux compagnies détiendraient 10 logements Inc. On mettrait une convention d'actionnaire pour régir celle-là et son futur. Exact. Puis s'il arrive de quoi? Un décès, une faillite, une invalidité, il y a des règles. Exact. Et fait que
sais, on voit, là, Mais mettons... c'est comme de dire pendant que ça va bien, qu'est-ce qui se passe quand ça va commencer à moins... Ben, si ça va moins bien. Si! Parce Tu veux la faire, ta convention d'actionnaire, là, C'est- puis la mettre dans le tiroir. c'est ça. Tu veux pas veux t'en... jamais t'en servir, comme si on avait tout du papier encore. Là. Tu veux la mettre dans un folder sur le Google Drive puis pas jamais y repenser. Exact. Mais tu l'as, s'il arrive de quoi. C'est important. C'est important, tu sais. Vraiment. On en a plein de clients là qui on ressort la convention parce que ça commence à brasser, puis il y en a un qui est moins là, puis il y en a un qui veut s'en aller du Canada, qu'est-ce qu'on fait? Hey, ça fait quoi dans, tu sais? Puis même en couple aussi, tu sais, il faut en faire une parce que si ça se met à mal aller, famille, c'est comme c'est un vrai. contrat de mariage. C'est- Ah, mais c'est ma sœur. Oh, ouais. C'est mon frère. Mon frère, j'ai des immeubles avec, on a fuck all. Tu sais, je suis pas cordonnier ma chaussée, Ouais. mais en voulant dire c'est mon frère. Ouais. On est ensemble, on pense pareil depuis longtemps, mais maintenant, il arrive. Il tombe décède. en dépression. Là. Il tombe en dépression. Il vire fou. C'est ça. Crème, ça l'arrive, là. Mettons. T'sais. Pourquoi? T'sais, fait, ça donne un peu de corps. La compagnie C'est va ça. donner un peu de corps à l'aventure. Est-ce qu'on l'a fait pour ça? Il y en a que oui, il y en a que non. Exact. Fait que ces structures-là, le gros, là, à retenir, c'est qu'il n'y a pas une règle de dire quand j'arrive à 40 logements, ça me prend une compagnie. Mm. Complètement faux. C'est ça. J'ai des clients qui ont 500 logements dans leur main personnelle. Les 2 policiers. Ils ont pas, ces gars-là n'ont pas 500, mais mettons, ils en ont 100 quelques logements. Ouais. Puis ils viennent me voir, Alex, j'ai-tu un avantage? On va les voir. Juridique. Mm. Fiscal. Ce qu'on n'a pas dit pour la compagnie, qui est séduisant un peu pour certains qui veulent en faire pas mal. Mhm. L'amortissement. Tu sais, j'ai dit que j'allais revenir, là. Mais cet amortissement-là, dans une compagnie, si ta compagnie est principalement en immobilier, tu peux créer des pertes avec. Mais on n'aura pas le temps de l'expliquer. Il Il va falloir retourner voir ce qu'on a dit. va falloir retourner voir. Mais les pertes Mais les pertes, ouais. en immobilier, c'est assez intéressant. Ouais. Quelqu'un qui en fait pas mal. Quelqu'un C'est qui ça. dit, je vais avoir 2, 3 immeubles, puis je vais les vendre pour être ma retraite. Oui, ça ne donne rien. Fait que là, prochain épisode. Ouais. On n'a pas le choix d'arriver là. On n'a pas joué. Et Colin, on va se faire chicaner. OK. On va parler des pertes. On va recommencer sur une structure corporative Ouais. pour qu'on fasse un petit peu le ménage sur... Rapidement. Ouais, Parce que rapidement. là, il faut parler des questions qu'on va avoir reçues. Ouais, on a déjà commencé à en recevoir. Oui. Puis le financement, on savait pas encore si on allait dans le financement ou pas. On peut le survoler, encore. tu sais. Je veux pas qu'on s'oblige à quoi que ce soit, tout dépendant du Ouais, volume de questions c'est qu'on ça. a. On Mais va sinon, essayer. j'ai du matériel encore dans ma tête pour parler un peu d'immobilier, là. Puis on n'a pas parlé de planification successorale avec l'immobilier. Ouais. Qui serait quand même important, Ouais. mais écoute, Ouais, parce que les gens en immobilier sont invincibles. ils sont invincibles puis ils mettent tout Puis il y dans a l'immobilier. plein d'argent tout le temps Fait en qu'il faudrait parler de ça. OK, on essaie de Ben- faire ça, comme ça on va pouvoir reprendre cette séquence-là. Ouais. On va savoir où repartir. Parfait. Bon, ben merci Alex pour ce deuxième épisode. Écoute, je pense qu'on pourrait en faire un par mois, mais Pour le reste de la vie. c'est pour le reste de la vie. Ouais. On va essayer de rentrer ça dans le troisième, puis on va voir où ce qu'on s'en Peut-être est. qu'il y aura un boni. Il y aura peut-être un petit bonus. Ben, merci encore, puis on se revoit la prochaine fois. Yes, salut! Ciao. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!